Quentin Mouron. Bonjour, Je suis ravie de vous accueillir à la Minute Littéraire. c'est un plaisir d'y être. Pourriez vous présenter pour commencer? Oui, toujours en 3 mots, parce qu'au fond, Trois toutes les mots. présentations sont insuffisantes, c'est même leur marque de fabrique, mais je m'appelle Quentin Mouron, j'ai publié un certain nombre de romans, j'ai publié également un essai, justement, mon premier essai. Un peu de Celui-ci, poésie. c'est ça. Exactement, celui-ci, Jean Lorrain ou l'impossible fuite hors du monde. Un recueil de poèmes disons, en collaboration avec un photographe. J'en ai écrit pas mal, mais j'ai beaucoup de choses qui dorment dans les tiroirs. Alors je crois que je suis une cellule dormante à moi tout seul, puisque j'ai beaucoup de choses sur le point de vue littéraire qui restent En suspens. qui restent inachevées. Je trouve qu'il y a quelque chose de très charmant dans l'inachèvement. Et je préfère me présenter du point de vue littéraire. Le reste, j'imagine qu'on aura l'occasion de le découvrir. Toujours écrit beaucoup de poésie, mais je ne voulais pas le montrer pendant longtemps. C'était vraiment mon secret. Une fois, j'ai un photographe Claude Ducet, qui m'a contacté, qui m'a dit voilà, j'ai une série de photos, est-ce que ça t'inspire quelque chose? Et je lui ai répondu par un long poème, un poème à la fois de rupture amoureuse, parce que j'étais en pleine rupture, et puis en même temps, qui était un poème assez dense sur la séparation, sur le désert, sur la désertification, et finalement on l'a publié, on s'amusait comme ça, on savait pas du tout où on allait, ça a plu à Pierre-Marcel Fabre, enfin aux éditions Fabre, qui l'ont publié. C'est vraiment beaucoup de photos et un long poème. Des photos noir-blanc sur l'Ouest américain, ça s'appelle Lost, donc il y a vraiment cette idée de la perdition, l'idée de la désertification, de la résorption dans le sol, l'idée que on est en train l'idée d'un monde qui rentre tranquillement dans la terre, et je crois que c'était exactement ce que je ressentais à ce moment-là avec ma rupture, mais dont je me suis parfaitement. Et il est édité, il est déjà édité aux éditions On peut le Fabre trouver. depuis un an. On dit de vous que vous êtes le bad boy de la littérature. J'imagine que quand on vient le moment de mettre un titre, Ouais. le journaliste est un peu fatigué, il a déjà écrit l'article, il a fait du bon boulot, et là tout d'un coup, il lâche une connerie sur le titre, c'est Ouais. assez classique, hein, mais non, je crois que c'est une image qui me fait sourire, peut-être que c'est le cas, Ouais. peut-être que Ou ma grand-mère serait pas d'accord. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu votre livre en quelques mots? Quelques mots, disons, je pense que c'est le récit d'une fuite, d'une tentative de fuite, et qui est en fait la tentative de fuite de tout le 19e siècle, qu'on voit par exemple Baudelaire dans certains de ses poèmes, Rimbaud par exemple dans Le Bateau Ivre. Le Bateau Ivre, c'est le récit d'une fuite, et d'une fuite qui rate, contrairement à ce qu'on pense. On dit là, on largue les amarres, et on cite toujours beaucoup Rimbaud. Je fais un petit détour par Rimbaud pour répondre. Ouais. On cite toujours beaucoup Rimbaud en disant c'est le poète de la fuite, de la perdition, du voyage. Et quand on lit Le Bateau Ivre, à la fin, on dit bon, il y a tous les éléments déchaînés sur les 22 premières strophes, et les 3 dernières, on apprend que finalement le soleil est amer, que je sais plus, l'écume est atroce, enfin je sais plus, rien ne va, et donc que finalement c'est le retour à l'Europe et que la fuite a raté. Bon, c'est dans la plupart des œuvres littéraires de cette fin du 19e siècle, il y a vraiment cette idée du réel qu'il faut fuir et du réel qui nous rattrape. Et Jean Lorrain ne fait pas exception. Jean Lorrain qui s'apparente à Huysmans pour son côté décadent, le côté très fin de siècle, très marqué. Et au fond, Lorrain, dans ses textes, en tout cas dans certains de ses textes, s'attache à montrer des personnages angoissés par la réalité, qui tentent de fuir cette réalité et qui n'y parviennent pas, qui se fracassent contre elle. Et c'est ce fracas que j'essaie de rendre, disons, l'itinéraire de ce fracas que j'essaie de rendre dans cet essai. C'est un livre en 2 parties, hein, c'est ça? Alors, donc, oui, exactement. L'impossible fuite hors du monde, c'est vraiment l'essai, donc ça c'est clos. Mais on a ajouté une sorte de bonus qui est L'âge de l'héroïne. L'âge de l'héroïne, c'est un texte que j'ai beaucoup aimé, c'est mon 5e roman. C'est un texte qui est un peu passé inaperçu et qui était publié aux éditions de la Grande Ourse à Paris, et qui, quand la maison d'édition a cessé ses activités, il était plus disponible en librairie. Mon éditeur actuel, Olivier Moratel, voulait le republier. Je sais pas qu'il hésitait, mais enfin il fallait attendre le bon moment, et puis on s'est dit tiens, puisqu'il y a des thèmes communs, puisque moi j'ai toujours pensé ce roman comme un grand roman décadent, que Jean Lorrain est un grand auteur décadent, puisqu'on explore des thématiques similaires, autant faire un objet commun. Ça le surcharge pas non plus, ça fait un bel objet, et je crois que ça permet aussi à ceux qui veulent le roman depuis longtemps parce qu'ils ne trouvent plus de se le procurer. Ça permet à ceux qui veulent lire l'essai de pouvoir peut-être se confronter au roman, ou de lire l'essai à la lumière du roman, ce que je conseille de faire. Est-ce que c'est un roman noir ou un roman décadent? Roman décadent, ça n'existe pas vraiment, c'est moi qui ai inventé ça, et ça me convient mieux, parce que roman noir, je sais jamais exactement ce qu'est un roman noir. Je dois dire que
toutes les classifications, moi, j'arrive à faire la différence entre une pièce de théâtre et un roman, ça va. Toutes les classifications, je trouve que c'est un peu c'est un peu enculer les mouches, quoi, disons. C'est vraiment, c'est du verbiage pour prof de français. C'est-à-dire que ça va, peut-être, je comprends que ça puisse intriguer les libraires qui doivent classer le livre ensuite sur la bonne étagère, mais pour moi, ça m'intéresse pas tellement, et je pense pour les lecteurs non plus. Alors, pourquoi Jean Lorrain? Je crois que c'est un personnage qui me séduit, Jean Lorrain. Qui vous ressemble? J'espère pas, il était immense et très moche. Non, physiquement. Physiquement, j'espère pas. Non, Mais il a mal fini en plus. Donc non, je crois que c'est pas moi. Enfin, j'espère que c'est pas moi. Non, mais quand on parle de fuir le monde et puis d'avoir une vision assez... fuir l'horreur du monde, c'est ça. Oui, mais moi je suis un peu plus Nietzsche. Je crois que il y a une acceptation de l'horreur du monde chez moi qu'il n'y a pas chez Lorrain. Chez Lorrain, il y a ça à la fin. C'est le but de mon essai, c'est de démontrer qu'à la fin, Lorrain tente une acceptation du monde qu'il n'y a pas au début. Mais par contre, oui, il y a peut-être une fascination pour le bizarre. En tout cas, peut-être que je l'ai plus, mais je l'ai eu à un certain moment. Une fascination pour certains personnages de l'extrême, pour certaines situations limites. Une fascination pour les mauvais lieux, pour les mauvais garçons, que j'ai plus aussi, mais que j'ai eu à un certain temps. Donc voilà, il y a ça chez Laurent. Et puis, je crois que c'est un personnage que j'aime bien. C'est en même temps un personnage pour qui j'ai de la sympathie. C'est un personnage qui a raté certaines choses. J'aime bien les écrivains qui ratent aussi. J'aime pas ceux qui réussissent tout le temps. Ceux qui réussissent tout le temps m'intéressent moins. Les œuvres réussies, parfaites, ça m'intéresse de moins en moins. Les Fleurs du Mal, c'est une œuvre parfaite, mais qui est inépuisable sans doute, mais qui me lasse beaucoup plus facilement que certains poèmes d'Hugo un peu mal fagotés, un peu troussés à la diable, comme ça, qui sont finalement peut-être plus intéressants, qui portent au fond la marque d'une plus grande humanité. C'est le cas de Lorrain. Chez Lorrain, on trouve à boire et à manger. C'est vraiment, on se croirait dans un buffet chinois dehors d'autoroute. Des fois, quand on considère les œuvres complètes, il y a des choses excellentes, des choses mal décongelées. Et je crois que tout ça, ça fait l'humanité. Et c'est ce qui me plaît chez Lorrain. Et il écrivait sous l'influence de la drogue ou pas? Je crois pas. Non. Je crois que alors il en a beaucoup pris sans doute, il a beaucoup raconté certaines, disons certaines soirées chargées à l'éther ou à chiche, mais je pense pas qu'il écrit vraiment sous l'influence de la drogue, ça me semble compliqué. Non, vous non plus. Non plus. Donc Jean Lorrain, qu'est-ce qu'il n'aimait pas dans ce monde? C'est ça, si j'ai bien compris, c'est la répétition, c'est... Oui, le monde industriel. C'est le monde moderne. Exactement. C'est la nature, et rejeter tout. Oui. Et oui, donc, c'est quoi la solution? Il n'y a pas de solution pratique, facile. Je pense que chez Lorrain, il y a en effet le rejet du monde industriel, du monde moderne, avec une fascination, comme chez Baudelaire. Baudelaire, c'est exactement la même chose. Il y a un rejet, un dégoût du monde moderne, et puis en même temps, il y a des magnifiques poèmes sur la modernité. On est dans ce rapport amour-haine avec la modernité. Chez Lorrain aussi, il y a un très beau poème, un recueil de poèmes de Lorrain qui s'appelle Modernité, qui est peut-être le recueil le plus intéressant qu'il ait écrit. Le reste est un peu boiteux. Mais où on retrouve vraiment cette fascination pour les cirques, pour les usines, et puis en même temps la répulsion. Et puis en même temps, il y a aussi le dégoût de la nature, en effet, parce que c'est très nouveau notre dialectique un peu bobo comme ça, de se dire on joue la nature contre la ville et puis on sort de la ville pour retrouver la nature. Ça a échappé complètement à Baudelaire, ça échappe sans doute complètement à Lorrain aussi, parce que pour Lorrain voit justement le monde moderne et le monde industriel comme une servile imitation de la nature, c'est-à-dire comme une espèce d'imitation de la répétition et du manque d'imagination et du manque de beauté de la nature. Lorrain disait Baudelaire disait la nature c'est très répétitif, au fond c'est toujours la même chose, il se passe les mêmes choses. Et c'est exactement ce que dit Lorrain. Pour Lorrain, il n'y a pas de fascination du naturel. C'est pour ça qu'on est vraiment dans un anti-romantisme en quelque sorte, parce que pour le romantique, il y a la possibilité de pleurer dans un sous-bois. Chez Lamartine, chez Mus, ça on ne trouve plus du tout chez Baudelaire, ou beaucoup moins, et on ne le trouve plus du tout chez Lorrain. Et pourquoi vous dites que c'est un écrivain raté? Pourquoi on ne le connaît pas, à votre avis? Lui se considérait à un moment comme un écrivain raté. C'est-à-dire c'est ça qu'on ne le connaît pas, Jean Lorrain. Non, on le connaît moins. Il a eu l'impression qu'il avait dû passer toute sa vie à écrire des chroniques, ce qui était vrai. Il travaillait pour le Figaro, il écrivait énormément de chroniques. Et il a eu l'impression que son activité de chroniqueur a dévoré au fond son activité d'écrivain. Lui se voyait poète, alors que la poésie c'est quand même ce qu'il a de moins bien. On aimait ses contes, ses romans on les trouvait trop longs, mal fagotés, un peu lourds. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça, je trouve au contraire que ses romans sont pleins de charme, pleins de vivacité. Et c'est vrai que
Il y a plusieurs raisons sans doute qui font l'insuccès d'un écrivain ou qui font qu'il ne reste pas pour la postérité. Je pense que pour longtemps, Lorrain a été une espèce de curiosité de cabinet. C'est-à-dire que il était ouvertement homosexuel, il avait le goût du maquillage, il avait le goût. C'était aussi quelqu'un qui était très connu, très redouté. Et je pense qu'on a ce côté mondain, un peu scandaleux pour l'époque, à fasciner les gens au point de faire oublier l'œuvre. Au fond, jusque dans les années 30, on parle beaucoup de Jean Lorrain, mais plutôt dans des recueils de souvenirs, on parle de sa personne et pas tellement de son œuvre. En fait, je pense que la personne a vraiment, et elle est comme pour Montesquieu d'ailleurs, la personne s'impose devant l'œuvre. Et ça, c'est le problème qu'a rencontré Lorrain, à mon avis. Parce que je pense que justement, pour Lorrain, il voulait être un artiste, auteur d'une œuvre. Or, il a plutôt été une personnalité, disons, de premier plan, qui a fini par voiler un peu l'œuvre. Mais depuis les années 70, on l'a redécouverte un peu, on commence un peu, et là il y a grâce à vous. aussi, j'espère aussi, il y avait une très belle biographie de Thibaut d'Antonnet, je crois, dans les années 2010. Donc il y a des choses qui se font, mais c'est vrai que je crois qu'il existe une réédition de ses œuvres complètes de je sais plus chez qui. Mais c'est vrai que c'est pas encore, on le trouve pas encore sur toutes les tables. D'ailleurs en poche, on trouve qu'un seul de ses romans, disons, dans un format poche grand public. Donc c'est vrai que c'est difficile, quand il n'existe pas de poche, de faire découvrir une œuvre. Alors, vous êtes présenté tout à l'heure, mais vous n'avez pas tout dit, je crois. Vous êtes prof de français, J'ai volé beaucoup de choses. J'enseigne aussi la littérature, j'enseigne la philosophie également. La philosophie aussi. Dans une école privée, l'école Sophia à Lausanne, pour préparer des maturités à... Et là, vous parlez de Jean Lorrain ou pas? Non. Je le mentionne quand je parle du 19e siècle, quand je parle de Baudelaire notamment, quand je parle de Huysmans, il m'arrive d'en parler, mais j'essaye de séparer un peu mes activités, parce que sinon je vais ressembler à ces vieux profs de français qui radotent qui font lire leurs propres livres, ça m'intéresse pas particulièrement. Mais c'est vrai que, par contre, j'enseigne beaucoup cette période, j'aime beaucoup la fin du 19e siècle, j'ai un rapport d'amour et de haine, il y a des choses qui me lassent, parfois je lis Rimbaud, je me dis mais bon, c'est très bien, il y a des choses magnifiques, et puis des fois il y a des choses quand même un peu faciles, mais c'est pas Rimbaud, c'est vraiment c'est toute l'époque qui tombe parfois dans certaines facilités, notamment l'image du poète idéal, mais c'est en même temps ce qui fait le charme et les grands poètes sont ceux comme Rimbaud, comme Verlaine, qui ont réussi à prendre cette image au fond, ce topo, ce truisme, et à en faire justement quelque chose de personnel. Donc ça, c'est la première partie de votre livre sur Jean Lorrain. Et puis donc la deuxième, c'est plus, comme vous dites, un roman policier. Non, c'est pas policier. Oui, mais on peut le dire. C'est un faux roman policier. C'est un faux roman avec un Franck. Oui, absolument. C'est une sacrée personnalité. Pourquoi vous avez créé ce personnage ? J'avais envie d'un personnage de roman policier qui soit pas chiant, qui soit pas comme toujours un espèce un peu trash quand même. Ouais, mais qui soit pas toujours comme d'habitude le flic ou le détective qui a bossé par la vie, mais toujours un peu en instance de divorce, ou alors en lutte pour avoir la garde, qui boit du whisky. Je crois qu'il n'y a plus que les flics des séries américaines pour boire du whisky, plus personne boit du whisky. Heureusement qu'il reste eux. Et donc il y a cette espèce de cliché du roman. Ce cliché du roman policier que j'ai eu envie de briser. Je dis pas que tous les polars sont comme ça, mais j'avais lu plusieurs polars de suite et je me suis dit mais j'en ai un peu marre de ces personnages stéréotypés. Donc j'ai voulu un personnage qui soit un autre personnage et qui soit faire un autre polar. Je suis pas un grand fan de polar, je l'étais un peu à l'époque où j'ai écrit ça, où j'ai écrit 3 gouttes de sang, un nuage de coke, qui était le livre précédent, qui avait déjà vu l'apparition de Franck, et là Franck revient dans celui-ci. Il revient un peu plus brisé, un peu plus lent, un peu plus fatigué, mais en même temps un peu flamboyant sur le début quand même. Puis j'avais envie de jouer avec les codes, donc j'ai envie de quelque chose qui puisse pas passer dans un polar. Et c'était le cas. D'ailleurs, les lecteurs de polar ont été horrifiés. Pour 3 gouttes de sang, certains ont été encore un peu tolérants parce qu'ils ressemblaient plus à un polar. Et là, ils ont dit mais qu'est-ce que c'est que cette merde qu'on me met dans les mains sous le monde polar. Et ça, là, on n'a pas pu tellement, on s'était pas mal entendu, mais je crois qu'il y avait eu on aurait dû davantage discuter avec l'éditeur, avec La Grande Ourse, parce que c'est vrai qu'eux l'ont proposé comme un polar, ce qui est vrai, parce qu'il y a une enquête minimale, il y a quand même des codes qui sont respectés, mais pas tous. Et je pense que le lecteur de polar, c'est quelqu'un qui... Je fais le lecteur type, là c'est vraiment l'enseignant secondaire, comme ses grandes études,
Mais c'est vrai que souvent, ce que j'ai pu voir dans les salons de polar, j'adore les salons de polar parce qu'on se marre plus. Les auteurs de polar sont beaucoup plus sympas généralement que les autres. Hein. Les lecteurs aussi, mais ils attendent quelque chose. Souvent, ils achètent beaucoup. Alors, c'est très bien, ils achètent des tonnes, mais ils attendent quelque chose d'assez précis. Comme moi d'ailleurs. Comme moi d'ailleurs, parce qu'en fait, c'est vrai que quand j'achète un polar avant de prendre le train, avant de prendre l'avion, j'ai envie d'une enquête, puis j'ai envie que quand j'atterris à Los Angeles 12 heures plus tard, je sache qui a tué qui, et puis j'ai pas envie qu'on me balade avec des considérations métaphysiques. En fait, je me suis rendu compte de ça après. Ce que je fais. Ce que fait Franck un petit peu. Ce que fait complètement Franck. Donc c'est pour ça que je préfère parler d'un roman décadent, ou d'un roman tout court que d'un polar, parce que je sais que sinon ça va décevoir les gens. J'aime bien décevoir les gens. Hein. Bon, vous aimez bien provoquer. Oui, c'est Sioran qui disait « Ne nous suicidons pas tout de suite, il reste encore quelqu'un à décevoir ». C'est ma phrase d'accroche sur Tinder, mais ça prend pas beaucoup. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment ? Est-ce que vous avez un livre à nous conseiller, ou un livre que vous ne quitterez jamais ? Je vais conseiller ce que je lis en ce moment, comme ça je vais répondre aux deux questions d'un coup, parce que je suis en train de lire un roman, je relis un roman de Jérôme Ferrari qui s'appelle « Un dieu, un animal ». C'est qu'un de mes auteurs contemporains préférés, pour moi toute cette partie « Un dieu, un animal », « Où j'ai laissé mon âme », le sermon sur la chute de Rome sont vraiment 3 romans qui sont d'une immense intensité. Je les connais pas encore tous, mais j'adore ce que fait Ferrari. Donc je relis, sont des livres très courts souvent, très très percutants, très denses, et donc ça supporte à mon sens une deuxième lecture. Je les offre à tous mes amis. Et en même temps, je lis un essai de Clément Rosset sur le réel, la notion de réel, pourquoi le réel est toujours insignifiant et toujours pas insatisfaisant, mais insignifiant. Pourquoi il n'y a pas de double fond réel et qu'au fond toutes nos projections sont toujours des manières d'essayer de mettre de la métaphysique là où il n'y a pas lieu d'en avoir. Essayer de sortir de la tautologie A égale A. Et donc voilà, je me mélange souvent philosophie et littérature. Puis après j'ai mes recueils de poèmes qui traînent. Les recueils de poèmes, c'est très étonnant. Je suis un lecteur monomaniaque de poésie. J'achète peu de recueils, je lis toujours les mêmes. Et je les lis très lentement. Je relis très souvent Capitale de la douleur d'Éluard. Mais je lis un ou deux poèmes, puis après ça me lasse. J'adore. Moi j'adore aussi Éluard, on est deux. C'est mon ex-compagne Julie qui m'avait fait découvrir Éluard. Je suis resté fidèle à Éluard, finalement à Julie aussi d'ailleurs. Et c'est vrai que je relis très souvent. Je l'ai même pas lu en entier. Hein. J'ai jamais terminé non plus en entier Les Fleurs du Mal. C'est-à-dire que je lis par morceaux. Les contemplations, j'adore Mallarmé aussi, Valérie aussi, la poésie de Valérie, donc je me plonge dans une strophe tout à coup, dans une strophe de Mallarmé, dans une strophe de Valérie. J'ai tenté un vague début d'explication de texte du Cimetière marin, il y en avait déjà d'excellentes qui existent, une explication de texte un peu plus personnelle, peut-être que ce sera un prochain essai, peut-être sur Valérie et particulièrement sur le Cimetière marin. Je sais pas. Voilà, ce sont des choses qui m'accompagnent et mais à différents moments de la journée. La philosophie, c'est plutôt le matin, quand je suis encore en pleine possession de mes moyens. J'aime bien somnoler sur un roman l'après-midi, et puis le soir, avec un verre de vin, la poésie. Alors pourquoi vous écrivez ? Oh mon Dieu, j'imagine parce que au début, vous avez toujours aimé Ouais, je crois que j'ai toujours aimé. Au tout début, quand j'étais ado, c'est vrai que j'ai commencé à écrire parce que c'était pour plaire aux filles, mais ça n'a pas marché. Parce que C'était un journal intime ou... Non, mais je me suis dit, tous mes potes sont musiciens, ils font des trucs comme ça, moi je vais essayer, j'étais nul en musique, donc je me suis dit, je vais essayer de faire un truc, la poésie, alors ça marchait bien sûr pas. Ça marchait. Ah, pas du tout. Non. Ah non, ça n'a jamais marché, la poésie, ça marche pour rien, ça rapporte pas de fric, et puis ça rapporte pas de filles, enfin c'est vraiment... c'est vraiment le genre gratuit par excellence. C'est pour ça que j'adore ça. C'est vraiment, il y a une immense gratuité dans la poésie. On écrit vraiment pour rien quand on écrit de la poésie. Ça, je trouve ça sublime. C'est ce qui fait la littérature. Mais bref, passons. En même temps, il y a beaucoup de femmes qui lisent. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Oui, beaucoup plus de femmes, c'est vrai. Non, c'est vrai. Mais de femmes, mais quand on est ado, on veut des filles et pas des femmes. Alors c'est vrai que maintenant je suis content. Maintenant vous écrivez pour. Maintenant je sais pas pourquoi j'écris, je sais pas pourquoi j'ai continué. Je crois que c'est peut-être le besoin de mettre une forme sur quelque chose. Ces temps-ci besoin de fuir le monde réel comme. Non, comme alors pour moi c'est plutôt le besoin de le rencontrer. Et ces temps-ci j'écris des petites nouvelles très brèves que je publie comme ça sur les réseaux sociaux, qui ne sont pas destinés à la publication. On verra ce que j'en fais une fois. Je publie beaucoup ça sur Facebook. Il y a vraiment où je les envoie, si les gens m'envoient leur adresse mail par courrier, via mon site internet, j'envoie volontiers. Sur des nouvelles, ça là c'est pour la pure gratuité d'écrire, et c'est vraiment une lecture du monde. Donc c'est vraiment une manière de rencontrer le réel, justement, de dire ce qui se passe aujourd'hui. On est quand même dans une période un peu particulière. Donc c'est l'occasion de dire le monde et d'essayer de le faire le mieux possible avec le moins de fuite possible devant nous. Alors justement, vous parlez de la période qu'on vit en ce moment. J'avais quand même quelques questions parce que Jean Lorrain,
il est angoissé. Souvent, d'après ce que j'ai compris, il veut fuir la réalité. Qu'est-ce que vous pensez est-ce qu'on va retirer des leçons de cette pandémie? Et puis aussi, je voulais vous poser les questions du masque, parce que je crois qu'à un moment donné, vous parliez du masque. C'est Jean Lorrain qui aime aussi ça. Alors oui, mais c'était le masque vraiment de balle chez Lorrain. Oui, alors le masque, voilà. C'est vrai que c'était... Là maintenant c'est l'inverse, on cache le bas du visage et pas le haut. Est-ce que ça vous inspire une réflexion philosophique, ça, ou pas du tout? Non, c'est drôle, on m'avait posé la question. Je crois, je trouve ça intriguant quand même. Et c'est vrai que je pense que mais non, ça m'inspire pas. Je m'abstiens du trop philosopher justement sur le réel, parce que ce sont quand même des mesures transitoires, et je pense qu'en philosophant sur la signification profonde d'un masque chirurgical, on risque au fond de l'ancrer dans les pratiques, alors que je pense qu'il ne faut pas perdre de vue que c'est quelque chose de provisoire, alors qu'il va du qui dure. Ils utilisent. Oui, mais pour des questions souvent alors peut-être que ça viendra dans les mœurs, mais disons ça reste quelque chose qui pour l'instant en tout cas, d'ailleurs on voit les gens dès qu'ils peuvent ils l'enlèvent, et sans doute qu'ils ont raison. Moi je pense que comme je philosophe pas sur les dafalgans ou sur les, donc je préfère qu'on considère que c'est provisoire, que c'est un outil chirurgical, un outil médical qui est important maintenant, parce que c'est vrai qu'on est en pleine pandémie et qu'elle n'est pas encore jugulée. Quand elle sera jugulée, ça disparaîtra. Au niveau des relations humaines, tout ce qui se passe là maintenant en ce moment, on cache le visage, on communique plus par les réseaux sociaux, on peut plus sortir. Alors c'est vrai que ça modifie notre rapport à l'espace, ça modifie le réel, surtout, notre rapport au réel, notre rapport à nous-mêmes, notre rapport à l'intime, c'est vrai. Bon, moi j'ai de la chance, je suis pas très angoissé. Je sais qu'on dit ça dans certains réseaux un peu complotistes, on dit que les gens qui veulent absolument porter le masque ou portent le masque volontiers sont des gens angoissés qui ont peur. Moi j'ai pas peur du tout, c'est vrai que j'ai pas peur. Je suis inquiet parfois pour mes proches, mais c'est une inquiétude légère. C'était un peu bizarre au début, maintenant je crois que je m'y suis fait. Je suis un peu fatigué, c'est vrai que quand je sors de cours, de 8 heures de cours, et que je parle beaucoup, comme on peut s'en rendre compte, quand je sors de 8 heures de cours et que j'ai parlé avec le masque toute la journée, c'est vrai que je suis fatigué. Mais j'ai adapté une scansion qui est une scansion propre aussi au masque, j'arrive à faire la part des choses, je vais respirer de temps en temps, je sors un peu. Je crois que tout le monde aussi est très tolérant, il m'arrive de sortir, de quitter la salle pour aller respirer. Et ça vous donne pas plus d'inspiration au niveau littéraire? Alors, pas le masque lui-même. Ça vous inspire rien, tout ce qui se passe? Ah oui, ça m'inspire beaucoup dans mes nouvelles, justement. Ces nouvelles inédites qui s'appellent nouvelles hivernales pour l'instant, j'ai commencé à les écrire en hiver. Là, ça m'inspire, oui. Mais ce sont les situations qui m'inspirent, une espèce de folie un peu diffuse qu'on peut retrouver. C'est que je lis des articles, je lis même des statuts sur Facebook, on dit que les gens ne se rencontrent plus, ne se voient plus. Moi, je ne suis pas d'accord. Enfin, les gens se rencontrent, on peut se rencontrer. D'ailleurs, en tout cas en Suisse, c'est vrai que c'est peut-être plus compliqué en France, avec le confinement strict, avec le couvre-feu. Mais là, on peut avoir des gens à manger. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas être 15 dans un appartement. Mais moi, je sélectionne les amis que j'ai envie de voir, et puis je fais plus de soirées, mais plus petites soirées, et puis on tient un peu à distance, et puis on boit du très bon vin, et puis c'est vrai que j'aurais honnêtement honte de me plaindre, parce que j'ai un très bel appartement, je vis seul, j'ai pas d'enfants qui restent enfermés avec moi toute la journée, j'ai des amis proches. Pour écrire, c'est pratique. Pour écrire, c'est pratique. Et vous avez justement des rituels d'écriture, vous écrivez plutôt le matin ou... Plutôt le matin, j'essaye quand je peux le matin, le soir, bon, j'écris en fait quand je peux. Quand je travaillais pas et quand j'avais tout le temps, j'avais des rituels, et puis je crois que les rituels c'est un peu des habitudes de vieux garçons bourgeois. C'est vrai que maintenant que je travaille, j'écris quand j'ai le temps. Vous pouvez. J'écris dans le train, j'écris dans le... Sur l'ordinateur. Sur l'ordinateur, exactement, j'ai toujours mon portable avec moi, donc là peut-être que dans papier. le train. Ça se fait. Erwan Larrer le fait. Erwan Larrer m'a dit qu'il le faisait, il paraît qu'il écrit sur des grandes pages, on a signé l'un à côté de l'autre dans un salon du livre à Besançon, et c'est lui, je crois, qu'en effet... il y en a d'autres, je pense. Je crois que Philippe Solers aussi, il y en a quelques-uns. Moi, j'ai toujours des feuilles, des carnets. Oui, je pense qu'il le faisait, ça m'étonne pas, je pense qu'il avait des secrétaires qui retapaient tout ça. Moi, c'est vrai que non, moi, j'écris à la main. Quel est le rôle d'un écrivain pour vous? Dire le monde, je pense. D'une manière ou d'une autre, on peut le dire d'ailleurs en négatif. Lorrain ne parle pas toujours du monde qu'il a sous les yeux, mais il dit quand même quelque chose au sujet du monde. C'est sa vision à lui, c'est sa perception. Oui, et puis voilà, exactement. Mais il dit quelque chose au sujet d'une époque, et en effet au sujet de la perception d'une époque, absolument. Et même d'ailleurs ceux qui écrivent des romans qui se situent dans le passé, ils disent aussi quelque chose de l'époque, ils disent peut-être le refus de l'époque. Les romantiques qui
plaçaient, qui écrivaient leurs textes à la Renaissance ou au Moyen-Âge, ils disaient qu'ils n'étaient pas très heureux d'être dans cette époque-là ou qu'ils étaient nés trop tard. On le dit toujours quelque chose. C'est pas de la psychanalyse, là, c'est vraiment de la. Je pense qu'on parle, l'écrivain est celui qui doit parler, qui doit dire les choses telles qu'elles sont. Je pense que c'est aussi celui qui doit dire les choses qui sont injustes ou les choses qui sont idiotes. Les choses qui sont injustes, ce serait plutôt pour Victor Hugo, et les choses idiotes, ce serait plutôt Flaubert. Et je pense que les deux doivent être dites. C'est-à-dire qu'il faut dire les. Je pense qu'il faut dire le moment, l'écrivain est celui qui doit, parce qu'il crée aussi à partir du langage commun, mais en produisant son langage propre, c'est lui aussi qui doit dire les moments où la pensée s'encroute, où la pensée se tient elle-même dans les fers, où la pensée passe du langage au slogan. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important pour l'écrivain. Alors, si vous aviez le choix de l'époque où vous auriez pu vivre, quelle époque Aujourd'hui. Aujourd'hui. Ah oui, je suis très content de vivre Ah oui, aujourd'hui. oui, pas l'époque, je sais pas, de Rousseau, de Voltaire. Non, il n'y avait déjà pas de téléphone portable, ça me semble tout à fait étonnant. Donc les réseaux sociaux, vous êtes... j'aime bien, vous oui, les utilisez. J'aime bien ça, je trouve que c'est très très intéressant, parce que c'est vraiment quelque chose qui doit être thématisé par les écrivains ne le thématisent pas tellement, je pense qu'ils ont un peu peur. Moi je lis des fois des textes, j'ai l'impression que je suis en train de lire un texte qui a été écrit dans les années 50. C'est un peu dommage, c'est dommage ce que font certains de mes contemporains, je pense que c'est une lâcheté, une fuite. Mais non, moi j'ai pas, déjà parce que c'est celle que je suis en train de vivre, donc c'est celle dont je ne connais pas la fin, et donc c'est la plus intéressante. Je sais ce qui s'est, même si bien sûr la Révolution française, il y a, puis ensuite les révolutions, c'est intéressant bien sûr, mais on sait la fin, donc ça m'intéresse moins. Moi c'est peut-être mon côté auteur de polar quand même, j'ai envie de suspense, et donc je suis très content d'être en 2021. Je suis très content de voir comment cette année va finir. Il paraît que l'année 2020 était très mauvaise, alors ça dépend. Oui, ça dépend. Mais c'est vrai que bien sûr, si on prend les chiffres, c'est très mauvais, c'est tragique. Mais disons, personnellement, moi, j'ai passé une année plutôt bonne. Mm-hmm. Alors, est-ce que vous pourriez nous lire un petit extrait ? Avec plaisir. Alors, du coup, de votre... Mais oui, je crois que je vais lire un tout petit extrait qui donnera le ton. Un extrait de l'âge de l'héroïne, du roman. Personnage de Léa, jeune serveuse dans un dîner. Léa qui s'écrit... Oui, L-E-A-H, c'est vraiment une... Alors, le choix des prénoms, Franck, Léa, c'est étudié ou c'est au hasard ? Non, j'étudie pas tellement les prénoms, ça sonnait bien. Ne me parlez pas d'innocence. Elle m'a été ôtée dès la naissance. Vivre sans plaisir et sans espérance, voilà ce que j'appelle l'héroïsme. Et cela dépasse les pipes que je prodigue dans mon placard. Je me suis rangé du côté de l'héroïsme après avoir été exclu de celui de la vie. Je n'ai rien à voir avec la vie, rien à voir avec la réalité, rien à voir avec l'innocence. Je suis contre elle. Voilà tout. Merci. Vous avez un mot préféré ? Non, j'ai pas de mot préféré. Non ? Non. Un mot que vous détestez ? Oui, il y a pas mal de mots que je déteste, mais tous les mots à la mode, il y a impacté, c'est le plus célèbre maintenant. Hein, impacté. Il y a aussi décrypté, ça je trouve ça odieux. Ça, tous les journalistes décryptent maintenant dans les médias, tout le monde fait des décryptages, ça c'est terrible. Tu vois, tous ces termes un peu à la mode, mais c'est pas parce qu'ils sont moches en eux-mêmes, c'est juste parce que ce sont des termes que tout à coup tout le monde se met à utiliser dans des réunions, des espèces de réunions d'entreprise, et puis généralement j'ai une espèce de haine de la réunion d'entreprise parce qu'elle infecte très vite à peu près les gens se mettent à parler comme s'ils étaient face à un PowerPoint dans la vie quotidienne, et ça, à mon avis, ça c'est plus problématique que la question du masque ou des rapports humains. Alors maintenant, je vous pose un petit questionnaire rapide. Introverti ou extraverti ? Extraverti. Décent ou indécent ? Indécent. Sucré ou salé ? Salé. Poivré même. Poivré, ah c'est pas mal. Ville ou campagne ? Ville. Ville. Vin ou champagne ? Je pense que j'ai la réponse. Vin. Ouais. Jour ou nuit ? Jour quand même. Jour quand même. Calme ou nerveux ? Ça dépend. Si je monte une armoire Ikea, c'est nerveux. Mais globalement, je suis calme. Enfant ou adulte ? Adulte. Mer ou montagne ? Montagne, c'est moins salissant. Sport ou canapé ? Ça dépend ce qu'on fait sur le canapé, mais j'aime pas tellement le sport, ça. Le canapé, oui. Canapé. Globe-trotter ou casanier ? Casanier. Casanier. Moi, je pense comme Beckett qui disait « Je suis peut-être con, mais pas au point de partir en voyage pour le plaisir. » Ok. Chat ou chien ? Chat. Chat ?
Et puis je termine parce que j'avais envie de poser la question. Rousseau ou Voltaire? C'est une bonne question. En plus, je suis à Genève, c'est dangereux. Voltaire? Rousseau comme philosophe et Voltaire comme écrivain. D'accord, très bien. Et puis le mot de la fin maintenant? C'est difficile de trouver un mot de la fin, mais c'est encore plus difficile qu'une présentation. Mais je crois que. Peut-être ajouter, j'en ai peut-être pas parlé, j'ai pas parlé de mon éditeur, et un petit mot pour mon éditeur, Olivier Moratel, qui a eu le courage de publier un livre pas évident, à un moment où tout le monde s'est mis à publier des journaux du confinement, des que doit-on penser du confinement, la pandémie, c'est fini, enfin, tous ces textes sur le coronavirus, ça se vend vaguement bien. J'ai un éditeur qui a eu le courage de publier un texte ou un livre sur un auteur peu évident, en tout cas peu connu, qui est Jean Lorrain, et donc ça, je trouve que c'est courageux, et donc je le salue ici. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci. Pour votre prochain peut-être? Quel projet? Dernière question. C'est encore en maturation. Mais pour l'instant, il y a les nouvelles là, que je publie. J'ai un projet éditorial que je suis en train de caresser, mais qui est encore un peu vague. Merci quand. Merci à vous. Merci, au revoir.